Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, ça sera toutes mes lectures du mois de février et il y en a eu pas mal et notamment des graphiques, vous allez voir, je me suis découvert une nouvelle passion. C'est parti! Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai changé de cadre parce que j'essaie de profiter un tout petit peu de la lumière du jour qui est par là. Le problème c'est qu'aujourd'hui il fait très sombre, donc le moindre ray de lumière je prends. C'est ce qui explique le changement de cadre. J'espère que ça vous ira quand même. Je vais commencer par les graphiques parce que je ne les ai pas en papier. Je les ai lus en numérique sur Nextory. Ils ont un catalogue graphique qui est énorme. Et j'avais besoin de graphiques, j'avais besoin de choses qui se lisaient vite. J'avais besoin de couleurs, d'images, bref, de pourquoi on lit des graphiques. Sauf que du coup je les ai pas, donc j'ai une petite liste pour pouvoir vous parler de tous ces livres sans les oublier. Le premier, il s'agit de Vampiria Inquisition, donc inspiré de l'univers de Vampiria de Victor Dixon. Il s'agit d'une BD assez courte, il me semble qu'elle fait une 50aine de pages. Dans Vampiria Inquisition, on va suivre des personnages qui vont être trompés par un autre personnage, un personnage vampire, qui se fait appeler la collectionneuse. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est très court et je trouve que ça se découvre plutôt bien sans avoir trop d'informations parce que je risquerais de vous spoiler. D'ailleurs j'espère ne pas, je vais rejeter un œil, j'espère ne pas vous avoir spoilé. Mais en tout cas on est dans cet univers de Vampiria, on a des chasseurs de vampires et en tout cas de créatures, de surnuméraires, donc des vampires qui ont été changés illégalement. Et on a toujours cette ambiance vraiment oppressante, c'est assez... je trouve ça un peu plus violent que Vampiria. Il me semble, je dis peut-être une bêtise parce que c'est vrai que Vampiria ça commence à dater, quoique le dernier était assez violent. Hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez violent. Les vampires font vraiment pas de cadeaux, il y a certains graphismes qui font peur, en toute honnêteté. Le petit bémol que je mettrais, c'est très court, ça mériterait d'être plus long, je pense que ça pourrait être plus long, mais bon, il y a un tome 2 qui est sorti, il y a un tome 3 qui va sortir je crois. Et je suis pas hyper réceptive au graphisme, mais ça c'est vraiment une question de goût, ça va très bien avec l'univers par contre. Ensuite j'ai lu deux BD qui sont publiés de manière indépendante par... Oh, j'ai perdu le nom de la maison d'édition, je vous remettrai là, je m'excuse. Il s'agit des BD faits des 60s, il me semble qu'il y avait 4 tomes à l'origine, il n'y a que les 2 premiers sur Nextory. Sachant que c'est des tomes indépendants, on peut les lire dans le sens qu'on veut, donc c'était pas gênant du tout. Et c'est à chaque fois oh, je vais y arriver. Des dessinateurs et des scénaristes différents. Dans Fait des 60s, on est en Angleterre, il me semble, dans les années 60, et les fées ont révélé leur présence, elles sont dans la société. Le problème c'est qu'elles sont pas forcément très bien vues. Il y a une sorte de racisme qui se met en place et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme traitement. Dans le premier, j'ai adoré les graphismes d'ailleurs. Il s'agit de Les disparitions d'Imbolc. C'est vraiment des graphismes très beaux. On va suivre une petite enquête. Je crois que dans le deuxième aussi on suit une enquête d'ailleurs. Il y a un côté un peu enquête. Et vraiment ce tome 1, les graphismes étaient splendides. Par contre j'ai un peu moins aimé la fin, je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoilerait complètement l'histoire. Le tome 2 que j'ai énormément aimé, par contre j'étais beaucoup moins réceptive au graphisme, donc comme quoi ça change un peu. Mais j'ai adoré l'histoire. On va suivre 2 jeunes filles, une fille et une autre jeune fille qui vont se rencontrer et je vous en dis pas plus, pareil on a une petite enquête. C'est vraiment des BD que j'ai adoré lire. J'aimerais beaucoup lire les 2 suivantes, mais bon, elles ne sont pas disponibles pour l'instant, donc on va faire sans. Mais c'était super chouette, si jamais vous avez l'occasion de les lire, n'hésitez surtout pas. J'ai également lu les 2 premiers tomes de Dans les yeux de Lia de Carbone. Il s'agit donc d'une série, je crois, en 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers, le 3e n'est pas encore disponible. On va suivre les aventures de Lia, une jeune fille qui se retrouve en fauteuil roulant à la suite d'un accident de voiture et cet accident l'a profondément marquée. Elle a été laissée sur le bord de la route, laissée pour morte, et la personne s'est enfuie. Et quand on découvre Lia, elle va rentrer dans un cabinet d'avocat pour faire un stage et on va comprendre qu'en fait elle cherche qui lui a fait ça et que ce cabinet d'avocat est un bon moyen de trouver l'identité du coupable. J'ai énormément aimé le tome 1, alors les graphismes sont splendides, vraiment, bah, vous verrez la couverture du tome 1,
Le visage et les expressions sont très 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 réussis et j'aime beaucoup les couleurs aussi dans la BD. J'ai également aimé vraiment l'histoire du tome 1, toute cette ambiance de recherche et cette, je sais pas, ce mystère autour de ce qui s'est passé. Le tome 2 un petit peu moins, je l'ai trouvé un peu moins entraînant, mais ça reste quand même un excellent tome et j'ai très très hâte de lire la suite et de savoir enfin le fin mot de cette histoire. Donc je vous le recommande également, si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas. Toujours sur Next Story, j'ai lu Malgré tout de Jordi Lefebvre, qui est une magnifique BD slash roman graphique. Je ne sais pas faire la différence entre un roman graphique et une BD, je ne sais pas à quoi ça tient. Mais je dirais roman graphique parce que c'était assez long, ça fait plus de 160 pages je crois, et qu'on suit une histoire tout au long. La petite particularité de cette histoire, c'est qu'elle commence par la fin. Donc on découvre un couple qui a l'air très amoureux, deux personnes âgées qui s'aiment, et on va découvrir comment elles sont tombées amoureuses. Et c'est une BD qui est juste magnifique, avec une colorimétrie qui est splendide. Parfois il y a juste des images, il n'y a pas de texte, et ça se suffit amplement. Et petit à petit on comprend ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là. Et le fait que ça commence par la fin, on pourrait se dire ça gâche un peu le mystère, mais en fait il n'y a pas de mystère, c'est juste l'amour malgré tout quoi. Et c'était juste sublime, je vous la recommande fois 1000, je pense qu'elle est déjà assez connue et que je suis un peu à la traîne, mais c'est une magnifique BD qui parle d'amour et de grandir et de mauvais timing et de plein de choses, et vraiment ça a été un coup de cœur visuel et l'histoire m'a beaucoup émue. Dernier graphique et non des moindres, j'ai lu les 10 premiers tomes de Walking Dead. Alors je vous remettrai les noms des auteurs parce qu'ils sont plusieurs et je les ai pas en tête. J'ai donc lu les 10 premiers tomes. Walking Dead, si vous ne connaissez pas, je pense que c'est assez connu maintenant. C'est l'histoire de Rick qui va se réveiller à l'hôpital après avoir été dans le coma. Et il s'avère que le monde a connu l'apocalypse et qu'il y a des zombies partout. Que toute la population, chaque personne qui meurt devient un zombie. Et on va suivre ses aventures, qui il va rencontrer, comment les groupes vont se mettre en place. Et c'est assez terrifiant. C'est beaucoup plus violent et gore que la série télé. Parce que j'ai regardé la série télé à sa sortie et jusqu'à la fin. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et les comics, parce que je pense que c'est plus des comics, sont beaucoup plus violents. Tout est en noir et blanc, heureusement, parce que sinon ça serait vraiment horrible à regarder. On sent vraiment l'horreur. Il y a plus d'horreur, il y a plus de... Alors pas de l'horreur dans le sens gore, mais de l'horreur dans le sens le traitement des humains, enfin l'humain envers l'humain. Qu'est-ce qui se passe quand tout tourne au désastre, quand il n'y a plus aucune loi, quand il n'y a plus aucune surveillance, quand il n'y a plus aucune sécurité. Et c'est vraiment... Ouais, profondément, qu'est-ce que l'humain est, qu'est-ce qu'il devient, et je trouve ça passionnant. Les 10 premiers tomes sont excellents, notamment les 8 premiers, préférence du 6 au 8, c'est vraiment 6, 7, 8, ouf. Alors le 6, c'est accrochez-vous, mais vraiment c'est excellent, c'est très bien dessiné, il n'y a pas besoin de plus, et vraiment je ne peux que recommander, même si, qui suis-je pour recommander The Walking Dead, enfin vraiment depuis le temps. Je crois qu'il y a 32 tomes et 4 hors-série. J'espère que Next Story va publier la suite. Et sinon, il faut que je regarde, enfin, il faut que je demande, mais il me semble que j'ai un de mes amis qui a la suite, qui les a tous en double volume de chez France Loisirs. Donc, peut-être que j'ai moyen de les retrouver. Mais j'ai très hâte de continuer. On repasse sur des romans, plus ou moins. Et on commence également par 2 livres que je n'ai pas. Le premier, il s'agit d'une lecture scolaire. C'est L'enfant de la plantation de José Lins de Rego, qui est publié, je ne sais plus la maison d'édition. Il s'agit d'une maison d'édition indépendante qui publie des traductions de textes brésiliens, si je dis pas de bêtises. Et ici, on est sur... Alors, c'est un classique dans le genre. On est sur un récit post-abolitionniste, donc juste après l'abolition de l'esclavage. Et on va suivre un petit garçon qui est blanc et qui va vivre dans la plantation de son grand-père. L'esclavage est fini, mais il y a toujours ce rapport de dominant-dominé, si on veut, de supérieur et d'inférieur. C'est évidemment le contexte du livre et absolument pas ce que je pense moi,
mais c'est comme ça que ça a eu lieu, hein. Il faut savoir que le Brésil est le pays qui a aboli l'esclavage le plus tard, on est sur 1880 quelque chose. Donc c'est vraiment très très tard. Pour vous donner une idée, dans les Antilles et à La Réunion, l'abolition a eu lieu en 1848, donc 40 ans avant presque. Et ce récit est assez particulier, assez déroutant. On suit vraiment donc à travers les yeux de ce petit garçon ce qui se passe, mais c'est aussi la découverte de cet univers de la plantation et également sa découverte de lui-même, de sa sexualité, de plein de choses et de sa place en tant comme futur homme blanc. Je n'ai pas spécialement apprécié ma lecture, c'est très intéressant d'un point de vue regard sur une époque et sur une situation, mais par contre d'un point de vue vraiment histoire, j'ai pas apprécié lire le livre. Ça reste une lecture scolaire et quand une lecture est obligatoire j'ai du mal à aimer, donc voilà. Mais je vous en parle parce que je l'ai lu et que ça reste intéressant à découvrir. Le cadre a sans doute un petit peu changé et j'ai dû mettre pause et revenir, donc je m'excuse pour ce petit changement et on reprend. Le dernier livre que je n'ai pas en papier, il s'agit de Simple de Marie-Aude Murail, c'est publié à l'École des loisirs et il s'agit d'un livre qui commence à dater un petit peu. Dans Simple, on va suivre deux frères, Kléber et Simple. Kléber est un jeune garçon qui va au lycée et son frère, son grand frère, est particulier, il a à peu près l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Et donc on va suivre leurs aventures, entre guillemets, c'est que Kléber va sortir son frère d'un hôpital psychiatrique, d'un institut particulier en tout cas, oui je pense que c'est un hôpital psychiatrique, je sais pas. Et il va décider de l'emmener avec lui et de chercher un logement et ils vont se retrouver dans une colocation avec plein de joyeux lurons. Et ils vont essayer de gérer un peu tout ça. À côté de tout ça, Kléber il va essayer de suivre sa scolarité et de gérer aussi les premiers émois, les premiers amours et ça va être assez compliqué. C'est un livre que j'ai trouvé très touchant, ça se lit très vite. La relation entre Simple et son frère est très mignonne, parfois, comment dire, compliquée parce que Kléber, c'est un jeune garçon qui se retrouve à s'occuper d'un grand enfant. Et j'ai beaucoup aimé aussi les relations qui se nouent entre Simple et les autres membres de la colocation. Par contre, si je peux mettre un bémol, ce serait le traitement de la femme, enfin comment dire, des relations entre garçons et filles que j'ai trouvé un peu limite. Par exemple, à un moment, Kléber va chez une fille et il l'embrasse et il dit « j'insiste un peu » et elle accepte. Non, à aucun moment t'insistes un peu si elle t'a dit non. Oui, elle dit oui après, mais elle a dit non en premier, donc t'aurais simplement dû t'arrêter. Et je trouve qu'un des personnages de la colocation aussi est un peu mal vu par ses camarades. Donc j'ai pas trouvé ça excellemment fait, mais par contre l'histoire est très mignonne et je pense que c'est juste un livre qui souffre un peu de son époque et qui commence à dater et aujourd'hui les choses ne sont plus les mêmes. Donc disons que je lui pardonne parce que je pense que ce n'est pas du tout une pensée de l'autrice et que c'est vraiment juste le reflet d'une réalité de l'époque. Donc c'est un livre que je vous recommanderais si jamais vous avez envie de découvrir Marie-Aude Murail. En tout cas c'est un livre qui se lit très vite et ça reste quand même très mignon et très, très original comme récit je trouve. Je vous parle de 2 livres encore et ensuite je mettrai pause et je ferai un deuxième update parce que je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps mais j'ai quand même beaucoup lu en ce mois de février. Le livre suivant, il s'agit de La vie de Lazarillo de Tormes, qui est un livre écrit par quelqu'un d'anonyme. On ne connaît pas l'auteur. Il s'agit d'un roman picaresque, donc pour vous donner une définition un peu floue parce que c'est vraiment pas ce que je préfère. Un roman picaresque, on va suivre un personnage qui vit au crochet des autres, qui se met au service des autres, qui est pas du tout chevaleresque, disons, qui va se mettre au service des autres et qui va essayer de vivoter un peu comme ça. Et dans celui-là, donc, Lazare, ou Lazarillo, va nous raconter comment il a rencontré tous ses maîtres et comment il s'en est séparé à chaque fois. C'est un livre où vraiment il est malheureux, hein, le petit Lazarillo.
Petit Lazario. Je pense que Lazario, ça va déjà dire Petit Lazare. Mais bon, bref. Et il est malheureux, il a faim tout le temps, il est assez pauvre. Mais donc c'est un roman picaresque, c'est vraiment le but de l'ouvrage. Mais je suis très très peu réceptive à ce format-là. Je sais pas comment vous dire, ça me fait rien, ça ne m'évoque rien. Je reconnais que c'était sans doute très moderne pour l'époque et que c'est classique et tout ce qu'on veut, mais en tout cas ça m'a pas particulièrement plu. Après je l'ai lu, je l'ai compris, je vais continuer de l'étudier en cours, c'est pour un cours de littérature comparée, donc ça reste intéressant, mais en tant que livre, je l'aurais pas lu de moi-même. Voilà, c'est le bon commentaire. Et enfin, un livre qui était plutôt d'actualité car la personne qui a prononcé ce discours est décédée. Et il s'agit du discours de Robert Badinter prononcé le 17 septembre 1981. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. C'est suivi d'un discours de Maurice Barrès. Je crois qu'il y a lieu de recourir à la peine exemplaire, qui était un opposant à l'abolition de la peine de mort. En 1908, donc bien avant, mais c'est intéressant d'avoir les deux. Pour le premier discours, donc celui de Robert Badinter, je trouve qu'il avait une façon de parler assez incroyable. C'était un grand orateur, vraiment. C'est un texte qui m'a presque fait venir les larmes parce qu'il est d'une telle puissance et d'une telle logique. Et je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas spécialement envie de lancer des débats sur le sujet, mais je trouve, juste sans penser à mon avis sur la question, je trouve qu'il était particulièrement puissant, particulièrement bien écrit. C'est les politiques de l'époque, ils avaient beaucoup plus comment dire, de prestance, de charisme, ils savaient parler quoi. Et le discours de Maurice Barrès, je l'ai moins aimé, je le trouve moins prenant, moins bien écrit. Il reste logique et bien écrit dans un sens, hein, mais il est très court déjà, et il est quand même beaucoup moins prenant, et il justifie certaines choses d'une certaine façon que je n'aime pas particulièrement. Bref, je n'en dirai pas plus. Ça reste des textes très intéressants à mettre en parallèle et c'est le but de cette collection. J'en ai un autre, je pense que j'ai le discours de Martin Luther King. Il faut absolument que je les lise, j'aime beaucoup ce format des éditions Point et je vous le recommande parce que c'est un discours qui est nécessaire à connaître, je trouve. Et je pense me procurer le discours de Simone Veil sur l'avortement parce que c'est toujours d'actualité. Et j'ai très envie de lire d'autres discours comme ça apprend des choses. Et voilà YouTube pour cette première partie d'update. J'aborderai tous mes superbes romans la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Si jamais vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à laisser l'emoji morceau de pain. Voilà. Parce qu'il y a une anecdote avec du pain. Et de toute façon, ça tourne autour de la faim. Donc voilà. Mettez un emoji pain. Je saurai que vous êtes venus jusqu'ici. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!